Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par Certillance et Fortinet consacré à la sécurisation des endpoints et plus précisément à la solution FortiEDR. Ce webinaire est enregistré et présenté par Michael Bazy, ingénieur système chez Fortinet, et moi-même Thibaut Gauthier, ingénieur avant-vente chez Certillance. Durant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser votre question dans le chat, nous y répondrons du mieux possible. Ce webinaire commun découle d'un partenariat fort depuis maintenant près de 15 ans entre Certillance et Fortinet. Nous vous avons accompagné et nous continuerons à le faire pour répondre aux nouvelles menaces et aux nouvelles problématiques de cybersécurité qui apparaissent chaque jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons aborder ensemble le sujet de l'EDR. Avant toute chose, un petit rappel historique sur les solutions de protection des endpoints. Les premiers antivirus sont apparus dans les années 1990 et n'ont cessé d'évoluer depuis lors. Toutefois, en 2014, Gartner déclare publiquement que le marché de l'antivirus a atteint son point d'obsolescence. Pour pallier à cela, un nouveau mot est créé ainsi qu'une nouvelle technologie, l'EDR, l'Endpoint Detection and Response. Cependant, un an auparavant, les antivirus venaient d'évoluer, essentiellement grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, pour devenir les antivirus nouvelle génération que nous connaissons actuellement. L'arrivée en force de machine learning et de l'IA ont permis aux antivirus de ne pas succomber face à la mise en avant de l'EDR. Dans toute nouvelle technologie, les débuts de l'EDR ont été mouvementés. En effet, la détection des menaces inclut beaucoup trop de faux positifs, remettant en cause la fiabilité de la solution. Découlant de cela, les coûts de configuration, de déploiement et de customisation montèrent en flèche. Entre-temps, une nouvelle menace mettant en avant des attaques provenant du réseau interne des entreprises rajouta une nouvelle épine dans le pied de l'EDR qui était incapable de répondre à cette problématique. Quant aux utilisateurs, l'impact sur leur quotidien était trop élevé, réduisant significativement la productivité des entreprises ayant parié sur l'EDR à ses débuts. Toutefois, comme son prédécesseur antivirus, l'EDR a su évoluer pour devenir une solution incontournable à l'heure actuelle. Les nouvelles générations d'EDR offrent des réponses efficaces aux menaces ciblant l'endpoint, surtout celles capables de passer outre les défenses des antivirus, et elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Pour cela, l'EDR observe, analyse et collecte un maximum d'informations sur l'endpoint, processus en cours d'exécution, log, type de fichier, données de configuration, etc. Pour ensuite faire une analyse automatique et constante afin de répondre à l'exécution d'une menace. De plus, l'EDR est doté d'une capacité de réponse et de remédiation avancée, permettant de limiter ou neutraliser totalement la menace ayant réussi à ne pas être détectée par l'antivirus en pré-exécution. Tout comme les antivirus, l'EDR a su tirer parti du machine learning et de l'intelligence artificielle pour se renouveler et ce jusqu'à se décliner en XDR, Extended Endpoint Detection and Response, pour protéger à la fois les endpoints et les serveurs, mais aussi de répondre aux menaces pouvant se propager par mouvements latéraux au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, l'EDR n'est plus voué à remplacer les antivirus classiques, mais à créer une symbiose avec eux afin d'offrir une protection des endpoints la plus efficace et réactive possible. Je laisse la parole à Michael pour vous présenter le cœur de ce webinaire FortiEDR. Merci. Donc, dans ce webinaire, nous allons discuter de différents points. Le premier point, ce sera pourquoi le endpoint reste le point d'entrée numéro 1. Ensuite, nous discuterons de comment sécuriser ces endpoints. Nous verrons ensuite la partie, le produit plus à proprement parler, FortiEDR et XDR. Et enfin, le licensing et la notion finalement de questions-réponses par rapport aux questions que vous aurez eues. Donc, un premier élément important, donc les attaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées. On a identifié en fait qu'il y avait de plus en plus d'attaques, que ces attaques, donc je pense que ça n'aura échappé à personne, et que de plus en plus d'attaques reposent sur des utilisations avancées, même également on va atteindre, on voit que le nombre de ransomware par an est en augmentation. Et au final, il y a l'innovation qui est même effectuée par les attaquants, on constate que même la partie machine learning et l'intelligence artificielle sont également utilisées par les attaquants. Ils sont utilisés par les attaquants pour pouvoir justement fournir des attaques de plus en plus importantes. Et donc on a des réseaux de machines qui sont spécialisées dans des
dans la recherche de cibles potentielles, afin même de compromettre des cibles, voire une cible, voire plusieurs cibles simultanément. L'idée étant de pouvoir attaquer toujours plus de personnes. En termes de vecteurs, on a un vecteur qui est principalement utilisé, qui est dans ce qu'on a constaté, c'est déjà la partie messagerie. De très loin, c'est le premier vecteur d'attaque. On identifie notamment les pièces jointes et les liens web, qui utilisent énormément ce vecteur d'attaque. Et au final, puisque nous recevons tous les jours, on reçoit des mails frauduleux ou des mails, concrètement des spams. On ne s'en rend pas forcément compte quand on a une bonne passerelle de messagerie, mais dans ces spams, on a quand même des pièces jointes et des liens malicieux. Et en fait, un autre vecteur d'attaque qui est assez conséquent, c'est la navigation web. On peut recevoir des liens de plein de manières différentes, que ce soit dans l'exploitation de vulnérabilité du navigateur, le téléchargement de fichiers, ou même via les réseaux sociaux. On va identifier qu'il y a des liens qui sont malveillants, qui sont postés ça et là. On a même des chercheurs en cybersécurité qui ont été attaqués via ce biais-là, via la notion de réseau social, et un lien qui a été envoyé par des acteurs. Donc ça reste des scénarios qu'on va être capable de pouvoir voir également en entreprise. Un autre grand vecteur d'attaque, ça va être notamment dans les échanges de données. On a des relations, on a tous des partenaires avec qui des VPN sont montés. Il faut savoir que ces VPN peuvent être utilisés pour des mouvements latéraux inter-entreprises, et du coup c'est notamment via ce vecteur-là qu'on va être incapable de voir une entreprise qui va contaminer d'autres entreprises. Et ça, c'est quand on n'est pas déjà en interne et qu'il n'y a pas déjà des mouvements latéraux qui se propagent sur l'ensemble des machines de l'entreprise, via les serveurs de fichiers, les serveurs internes, et je passe bien entendu la notion de nomades qui font de l'utilisation personnelle, et d'utilisateurs qui se connectent leur machine personnelle sur le réseau de l'entreprise. Donc tout ça montre une seule chose, c'est qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces attaques? Et concrètement, elles se focalisent tous sur le endpoint. Donc le endpoint reste le vecteur d'entrée numéro 1. On a identifié que 63% des sociétés ne monitorent pas les machines qui ne sont pas dans le réseau interne. Donc pas de suivi d'activité, pas d'applications installées pas de visibilité sur les applications installées par les utilisateurs. Un autre gros vecteur, c'est que ce qui a été identifié, c'est que 99% des vulnérabilités exploitées, donc je parle vraiment des actions qui passent par qui sont effectuées et connues, les vulnérabilités les attaquants utilisent, sont en fait concrètement connues par les équipes IT et par les équipes sécurité depuis plus d'1 an. Donc en fait, concrètement, on a des endpoints qui sont vulnérables. On a également 4% des utilisateurs de messagerie qui cliqueront sur n'importe quel mail de phishing. Ils considèrent à tort ou à raison que c'est au système informatique de l'entreprise de bloquer ce qui est malicieux avant qu'ils cliquent dessus. Et donc ils considèrent que dès lors que ça arrive dans leur boîte mail, ils sont en droit de cliquer dessus, et ce n'est pas de leur responsabilité. Donc, dans les faits, ça amène le fait que les utilisateurs, même également, on peut pas faire confiance aux utilisateurs pour avoir la bonne action. Et donc concrètement, comment sécuriser ces endpoints et son système d'information? On va avoir
au niveau de de la solution FortiEDR, un ensemble de briques de sécurité qui vont être capables de travailler de concert pour apporter la meilleure sécurisation possible de vos endpoints. La première brique qu'on va avoir, c'est la notion de ce qu'on appelle un EPP. Et alors EPP, c'est pour Endpoint Protection Platform. L'idée étant d'avoir un antivirus nouvelle génération, qui va être capable de pouvoir faire de l'analyse comportementale, notamment sur les activités et les process, ainsi que du contrôle de l'application et de la gestion même des ports USB. Une autre solution qui est intégrée dans FortiEDR, c'est justement l'EDR complet, qui est couplé à de l'intelligence artificielle, l'idée étant d'automatiser les traitements et de récupérer un maximum d'informations et d'utiliser ces ressources-là. Et l'évolution de cette EDR, c'est ce qu'on appelle le XDR, donc le E de Endpoint, donc devient un X pour Extended, donc étendu. Et donc on va être capable via cet outil, de pouvoir renforcer la protection de l'entreprise sur les postes de travail et ainsi que sur les serveurs. On a un certain nombre de modules qui sont présents dans FortiEDR. Le premier, donc là le premier étant la partie Discover, ou plutôt découverte. L'idée étant de pouvoir, on va rentrer un petit peu dans la technique, l'idée étant d'avoir une première brique de la solution qui va concerner la partie prédiction. L'objectif étant de collecter un maximum d'informations sur le système d'information, notamment découvrir les machines de l'entreprise, donc notamment la partie, bien entendu, les machines qui sont déjà installées, mais même les machines sur lesquelles il n'y a pas qui sont détectés sur le réseau local, mais qui n'incluent pas d'inventaire. Donc même les parties IoT va être capable de pouvoir identifier, ou même les équipements qui sont des équipements qui ne sont pas censés être présents sur le réseau puisqu'ils ne sont pas managés. Également, la partie application, on va pouvoir identifier quelles sont les applications installées sur les postes de travail, et du coup, ces informations-là sont enrichies par rapport à notre base d'informations. On va notamment pouvoir corréler déjà les applications qui sont installées avec les vulnérabilités connues et la catégorisation des applications qui sont découvertes en fonction du niveau de sécurité ou de criticité vis-à-vis du système d'information. L'objectif étant de pouvoir prévenir la surface d'attaque en faisant du virtual patching. On va également être capable de pouvoir détecter des applications. Donc par exemple ici, on peut lister les applications qui sont présentes sur le parc. On prend l'exemple de Google Chrome, qui est une application que tout le monde connaît et beaucoup de gens utilisent. Et on peut voir qu'il y a régulièrement des mises à jour qui sont faites. Heureusement, puisqu'en fait, on identifie qu'il y a dans chaque mise à jour, assez facilement, on peut avoir des vulnérabilités qui sont critiques. Qui contiennent des vulnérabilités critiques ou qui en corrigent. Et au final, ces applications qui vont être découvertes, on va pouvoir inventorier notamment le nombre d'équipements sur lesquels il y a cette version-là qui a été utilisée. Et également quelle est la fréquence d'utilisation et le nombre de connexions par jour. On va également pouvoir rajouter du coup les informations sur les vulnérabilités connues, et avec notamment les CVE, donc ce qu'on appelle les CVE, donc les vulnérabilités à la base de vulnérabilité, ainsi que le niveau de ces CVE qui vont être associés. Et on va pouvoir même bloquer les communications sortantes de ces applications à risque. Donc même le blocage va pouvoir être fait et on va pouvoir bloquer les communications sortantes, à partir de ces informations-là qui vont pouvoir être corrélées, et donc du coup on va même pouvoir définir des règles des paramétrages en fait en fonction d'un certain nombre de critères. Donc si la vulnérabilité est trop forte, on va bloquer la communication sortante à l'application.
C'est important de le préciser que ce n'est que à l'application. On va être donc la deuxième brique qui va être inclus dans la solution FortiEDR, c'est notamment la prévention, pré-exécution et durant l'exécution. Donc j'ai parlé de l'antivirus de nouvelle génération, c'est-à-dire que on est capable de travailler sans signature. On est capable de travailler sans signature et on va embarquer du machine learning afin de pouvoir définir un certain nombre de règles qui vont permettre de pouvoir autoriser ou bloquer les applications et même du coup ce qui est identifié. On va être également capable de faire du suivi en temps réel des actions de modification et en profondeur des fichiers. Donc plus concrètement, en cas de suspicion d'un comportement identifié qui ressemblerait à celui d'un ransomware, donc je pense à des écritures de fichiers, des remplacements de bits complets de fichiers, on va être capable de pouvoir réaliser par le process et de manière transparente une copie de fichiers avant leur écriture sur le disque. On surveille l'action, on continue de surveiller de monitorer l'activité, et on va être capable de pouvoir différencier l'activité associée à un ransomware d'une activité légitime utilisateur. Très simplement, s'il n'y a pas beaucoup de fichiers modifiés, c'est l'utilisateur, alors que s'il y a un grand nombre de fichiers qui sont modifiés, là, on est sûr que c'est un ransomware. Ainsi, on va être capable de pouvoir restaurer également, via la copie de sauvegarde, les fichiers qui ont été chiffrés. L'avantage de ce mode de fonctionnement est de ne pas dépendre d'un process OS. Je pense notamment à Shadowcopy. Shadowcopy qui est justement souvent une méthode qui est une méthode de sauvegarde des fichiers qui est la première attaquée par le ransomware, même avant l'action. L'idée étant de ne pas dépendre d'un système tiers, et donc du coup même n'importe quel doute, n'importe quelle information pourra être envoyée et consultée via notre base de threat intel FortiGuard. Et là, on est encore sur la première étape, parce que détecter la présence du malware, c'est la première étape. Ce qu'on cherche surtout à empêcher, c'est un arrêt de production du endpoint pour garantir la productivité. On cherche également à empêcher l'exfiltration de données et bien entendu le chiffrement des données. Et pour cela, la solution se focalise sur l'isolation des processus. Et uniquement dans un cas identifié comme étant critique, uniquement ce cas-là, l'isolation complète du poste pourra être possible. Mais l'idée reste de pouvoir surtout travailler au niveau des processus. Les processus qui vont être identifiés, ils se voient interdire l'accès aux périphériques de stockage. Ils pourront se voir également interdire l'accès à la mémoire. Ils pourront se voir interdire l'accès au réseau. Ils pourront même être stoppés, bien entendu. Et comme on n'isole pas le poste de travail du réseau, comme on n'isole pas le poste de travail, uniquement les processus, l'utilisateur peut continuer à travailler sur ses applications et ses fichiers de manière tout à fait normale et habituelle. Au final, à tout moment, vos équipes peuvent prendre la décision, après analyse, d'isoler le poste et de procéder à plus de collecte. Et donc on est ainsi capable de protéger une machine qui a déjà été infectée. Mais qui par exemple serait trop sensible pour être reghostée et redéployée. Donc si on prend l'exemple de traitement d'un ransomware, on a notamment la partie surveillance qui est faite en temps réel, on identifie les clés de chiffrement, et on va pouvoir identifier un premier fichier qui va être chiffré. De manière transparente, on a la copie de sauvegarde qui est effectuée, on valide le format, et si ça a été on va être capable de pouvoir revalider le fait qu'il y ait une action malicieuse qui a été faite, et du coup après coup restaurer les copies de sauvegarde de manière totalement transparente. On a aussi un module de réponse à incident
qui va pouvoir être faite. Et en fait, c'est un élément assez différenciant, puisque historiquement, la réponse à un incident, c'est quelque chose qui est très consommateur de ressources. Et notre objectif, via la solution, c'est de pouvoir l'alléger autant que possible via différentes fonctionnalités, notamment la classification automatique, notamment la détection initiale sur le poste, l'enrichissement via l'interrogation de notre base de threat intel qui est disponible en mode cloud, le verdict final, via un humain si besoin, et chaque changement de catégorisation peut s'accompagner d'une réponse automatique portée par le client sur le endpoint, donc le client en l'occurrence l'agent, sur le endpoint, grâce à un système de playbook, donc d'automatisation et de conditions d'automatisation qui va pouvoir être faites. Le tout en interaction avec le FortiGate et même la partie investigation et forensique qui va pouvoir être faite. Un exemple ici de cette réponse automatisée à un incident. Donc là, on va être capable de pouvoir, bien entendu, envoyer des notifications, que ce soit via du mail, via du syslog ou via des API pour pouvoir ouvrir des tickets, notamment en envoi de notifications Teams à les équipes de réponse à incident. Une autre possibilité va être de pouvoir, dans la partie notamment répétition, de pouvoir couper les process, voire supprimer les fichiers, nettoyer également les données persistantes, et d'envoyer des réponses en API vers d'autres ressources, avec notamment la fait de pouvoir bloquer les adresses IP destination ou au niveau du firewall. L'idée étant de pouvoir dire qu'on a identifié un comportement malicieux caractéristique à une adresse IP publique, et on va être capable de pouvoir dire que pour l'ensemble de l'entreprise, on bloque cette activité-là. Et donc, du coup, c'est des actions qui vont pouvoir être faites, et le module complémentaire va notamment être utilisé pour la partie inforensique. L'idée étant d'avoir de pouvoir permettre une analyse même post-incident afin de réaliser l'étude du coup de ce qui s'est passé et de comprendre très précisément du coup les différentes activités qui ont eu lieu sur le poste. De là, en fait, on pourra rajouter une exception, on pourra également récupérer un dump mémoire, on pourra même procéder à une rémédiation manuelle si besoin, donc on pourra choisir l'action qui va pouvoir être faite. Et même complètement isoler le poste si jamais c'est quelque chose qui va être souhaité. En complément, on a notamment un module de threat hunting, donc d'analyse, et qui va pouvoir revenir sur toutes les actions effectuées par les différentes applications, que ce soit au niveau des process, que ce soit au niveau des process ou que ce soit au niveau des process ou au niveau de la partie détection des fichiers, au niveau de la création des fichiers ou des différentes actions qui ont été faites au niveau des fichiers, même au niveau du réseau, l'ouverture de socket va pouvoir être monitorée, même la création de bases de registre et même la modification dans la partie base de registre et même les événements en local sur la machine. On va être capable d'avoir, l'idée également, c'est d'avoir un module d'investigation, un module de forensics qui va être capable qui va chercher à être aussi intuitif et complet que possible, tout en étant capable de pouvoir montrer les informations de manière synthétique. On le voit ici, on va être automatiquement classer les incidents par quantité, on va les classer automatiquement et tous ces champs vont être cliquables. On va pouvoir parler protocole, on va pouvoir parler de process cible, les adresses IP distantes, les process, est-ce qu'ils sont signés ou est-ce qu'ils ne sont pas signés, et s'ils sont signés par qui, est-ce que c'est du coup de l'engineering interne qui a signé des choses, est-ce que c'est un éditeur connu, et même sur chaque événement, si je clique sur cet événement ici, j'aurai des informations sur l'accès à un fichier par Chrome,
et du coup le chemin, le process ID et du coup même le hash de ces fichiers et même les commandes qui ont été poussées. On va être capable même de pouvoir rajouter un identifiant de recherche Mitre. Donc pour ceux qui connaissent l'institution de Mitre, nous pouvons reprendre les identifiants des différents TTP, donc techniques, tactiques et procédures, afin de pouvoir faciliter à la fois l'investigation et même la caractérisation des plus évidentes des attaques. Donc on va être capable de pouvoir faire ce filtre-là, du coup dans la partie notamment Threat Hunting. En complément, on a aussi la possibilité de démultiplier les capacités de détection, notamment par rapport à des signaux faibles, en incluant les données d'analyse de toute la Security Fabric, ce qui va permettre de pouvoir corréler les données de multiples sources. Alors, ce que j'entends par Security Fabric, ça va être les données d'investigation qui remontent au niveau du FortiAnalyzer, et donc du coup, on va être capable de pouvoir corréler les informations au niveau du Next-Gen Firewall, au niveau du Web Application Firewall, au niveau de la partie de la plateforme de messagerie. Enfin, voilà, toutes ces ressources-là vont pouvoir être corrélées, et en fait le FortiAnalyzer va être capable de pouvoir servir de puits de données, et afin de pouvoir faire cette investigation et cette rémédiation. En complément, donc on va être capable de pouvoir étendre encore plus la partie détection d'activité, et même quelques petits exemples de ce qui va pouvoir être fait pour notamment la partie détection, investigation et réponse, notamment ici par exemple la partie spear phishing. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le spear phishing, c'est du phishing ciblé. C'est du phishing ciblé. On va être capable de pouvoir forger un mail frauduleux à une personne qui va être qui va être choisie en avance de phase comme étant la cible de ce spear phishing. Et donc, dans le cas présent ici, on va être capable de pouvoir avoir la partie, les URL qui vont être identifiés par la partie FortiMail ou la partie FortiGate, et on va envoyer ces informations au FortiAnalyzer. Et donc, on aura un moteur d'analyse qui va potentiellement avoir une URL qui n'est pas très certaine, et donc du coup on va pouvoir déclencher un mécanisme d'analyse. Donc on a un incident potentiel de phishing. Ensuite, on va être capable de pouvoir détonner l'URL et récupérer le fichier associé, envoyer le fichier complet à une analyse. Par rapport à la partie indicateur de compromission, donc toute l'analyse va pouvoir être faite notamment dans la partie sandboxing, et on va pouvoir récupérer les informations, notamment les indicateurs de compromission, récupérer toutes les adresses mail qui ont été associées à cette attaque, rechercher dans les endpoints tous les indicateurs de compromission, éventuellement identifier les machines qui ont été compromises, et récupérer la partie, mettre en quarantaine les équipements qui sont associés à ces indicateurs de compromission, et du coup supprimer les fichiers malicieux, les fichiers restants, même les messages associés, et on va être capable ensuite de pouvoir mettre à jour les bases de signatures et même du coup lever les quarantaines afin de pouvoir clôturer l'incident. C'est un ensemble d'actions qui vont pouvoir être faites, et cette logique-là va pouvoir être récupérée également sur d'autres méthodologies, notamment sur la partie par exemple brute force. On va être capable d'avoir un ensemble de ressources qui identifient une attaque en brute force, notamment c'est notamment la partie FortiGate qui va pouvoir être utilisée. Et là, la partie analytics va être capable de pouvoir récupérer la partie les incidents potentiels, et du coup on identifie le brute force. On va être capable de pouvoir faire une recherche via la corrélation des logs de l'Active Directory,
Nota ensuite basée par rapport au verdict qui vont être utilisés, la recherche des indicateurs de compromission et retrouver tous les endpoints qui ont utilisé ces indicateurs de compromission afin même de pouvoir déclencher une expiration des credentials et même déloguer les utilisateurs concernés et faire le ménage, mettre à jour les bases de signature et les bases de réputation et pouvoir du coup clôturer l'incident. Encore plus avancé, la partie identification d'un vol d'identifiant. Donc on va être capable de pouvoir identifier le fait qu'un utilisateur, donc notamment via la partie UEBA, on va être capable d'identifier le fait que le Fortinalyzer identifie des événements, et du coup la partie intelligence artificielle va être capable de pouvoir déclencher l'investigation et identifier le vol de données, donc un vol de données potentiel. On va chercher donc via le moteur de corrélation un ensemble d'accès potentiels. On va aussi être capable de pouvoir mapper l'attaque à des attaques maîtres, et donc du coup des techniques de credentials d'identification de credentials qui auront potentiellement fuité, et utiliser ces informations même pour populer la base d'indicateurs de compromission, déclencher une expiration de ces credentials et effectuer un logout global de l'utilisateur et du coup déclencher une requête par rapport à ça, et du coup clôturer l'incident par rapport qui aura été traité. Une autre méthodologie, un autre scénario qui va être assez intéressant à étudier, la partie mouvement latéral. Donc là, on va être capable de pouvoir identifier, là notamment via la partie FortiGate et FortiSwitch, des informations qui vont remonter des logs. Donc là, on identifie le fait qu'il y a potentiellement un incident au niveau de la partie broadcast, donc du trafic qui va être identifié, le trafic va pouvoir être analysé. On va identifier on va pouvoir via le moteur d'analyse identifier une possible compromission et un possible mouvement latéral. On va identifier les IP initiales et rechercher dans les applications le trafic associé le calendrier de l'attaque, le calendrier en fait le rodage de l'attaque, du début et la fin. Et on va être capable de pouvoir identifier la réputation des applications, identifier les vulnérabilités qui vont être utilisées, rechercher dans tous les endpoints là où cette vulnérabilité est identifiée, et pouvoir du coup faire une mise en quarantaine automatique, la mise à jour ou la suppression de l'application. La mise à jour donc de l'application qui va te permettre de pouvoir supprimer les quarantaines et donc du coup de pouvoir clôturer l'incident. Alors à ce niveau-là, on peut imaginer que pour ceux qui connaissent Fortinet, vous savez que on a un autre agent qui peut être utilisé pour la partie endpoint, c'est le FortiClient. Sauf que FortiClient et FortiEDR, de notre point de vue, ne font pas vraiment concurrence, même s'ils peuvent sembler proches en termes de rendu, mais ils ne partagent vraiment pas les mêmes fonctions. L'idée, les seuls points de recoupement qu'on a identifiés sont notamment la partie antivirus classique en mode pré-exécution, le scan de vulnérabilité et la découverte d'applications qui vont être en recoupement. Mais il s'applique à des contextes globalement différents, et on va être capable de pouvoir découvrir notamment les applications et leurs failles, et l'isolation réseau, et de notre point de vue, ils peuvent tout à fait être mis de manière complémentaire. C'est également le cas si vous avez déjà un antivirus traditionnel. On a la possibilité de s'interfacer, donc l'EDR a la possibilité de s'installer sur des machines sur lesquelles il y a déjà un antivirus.
un antivirus qui fonctionnerait avec une logique de signature, puisqu'on va rajouter en fait tout un ensemble de fonctionnalités, la partie protection anti-ransomware, la partie justement EDR, donc même et détection pré-exécution, durant l'exécution et même post-exécution, et même la partie forensics, threat hunting, qui va pouvoir être poussée. Donc le recouvrement est identifié comme étant assez minimal. Qui plus est, en termes de comparatif, la partie FortiClient et FortiEDR peuvent être utilisées de manière très complémentaire, et donc des institutions comme AV Comparative ou NSS Labs nous ont testé, et dans les deux cas, nous en sortons très bien. Encore plus récemment et encore plus indépendant, puisque là on parle de deux entités commerciales, on a eu 2 chercheurs en sécurité d'une université européenne qui ont testé pas mal d'antivirus du marché, et également identifié notamment lesquels laissaient passer des attaques et lesquels pouvaient être contourner, évader. Et en fait, FortiEDR est une des méthodes qui a été la plus efficace pour l'attaque qui a été identifiée. Alors, par rapport au licensing, à présent, on a différents bundles qui sont disponibles. Chez Fortinet, on aime bien les offres à tiroir. L'idée est de pouvoir se coller au plus proche de vos besoins. Donc, on a plusieurs modules, donc la partie notamment pré-infection, donc c'est ce qu'on appelle la partie Discover and Predict, qui permet donc de pouvoir d'avoir une notion en fait un petit peu d'hygiène, et même du coup de pouvoir bloquer les menaces et la perte de données. On va pouvoir faire la détection en temps réel, bien entendu, la partie prévention, découverte, et donc va pouvoir être effectuée. Un autre module va être la partie Protect and Response. Donc c'est vraiment pas c'est pas forcément ce qu'on vend le plus, mais c'est possible de pouvoir le prendre, notamment si vous avez déjà un ensemble une solution pour faire notamment la partie identification des applications et des vulnérabilités. Ou le virtual patching, on va être capable de pouvoir du coup se positionner sur la partie vraiment pure EDR, donc pré-exécution protection, détection des menaces en temps réel, du coup même avec la partie réponse à incident. Et on a également la partie module complète, le module complet qui permet d'avoir du coup toutes les briques et toutes les modules disponibles, avec même la partie XDR qui va être optionnelle. Et une des utilisations intéressantes de notre solution, c'est dans les environnements à très fort niveau de sécurité, où on cherche à bloquer même les accès à Internet et éviter au maximum les ressources avec des accès à Internet. Et ben on est capable de travailler en mode complètement déconnecté d'Internet. Du coup, ça nécessite bien entendu une architecture un peu plus importante, un peu plus imposante, mais c'est quelque chose qui peut être disponible. Et une autre option complémentaire va être également de pouvoir travailler en mode managé. C'est-à-dire que concrètement, vous laissez les clés de l'EDR à l'éditeur, donc nous en l'occurrence Fortinet, et on va être incapable de pouvoir avoir la possibilité de ne vous contacter que en cas de grosses attaques vraiment avérées, ou sinon pour tout ce qui va être bloqué automatiquement, ou même la réponse à un incident qui va pouvoir être faite, et ben on sera capable de pouvoir le faire, mais à partir de 100 endpoints, 100 devices. Je m'arrête là et je reste disponible si vous avez des questions. Merci Mickaël. Donc pour la suite, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact commercial Certiliance, qui vous guidera à avancer sur le sujet de l'EDR. Plusieurs scénarios sont possibles: POC, maquette, test, présentation, formation technique. Les formats ne manquent pas.
Il est temps de mettre un terme à notre présentation et de vous remercier pour votre participation et votre attention. J'espère que son contenu vous aura permis de comprendre un peu mieux les enjeux de l'EDR, en espérant pouvoir revenir sur le sujet rapidement avec vous. Bonne journée à tous, au revoir.